monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un vlog spécial romance. J'avais pas prévu nécessairement de filmer ce vlog, mais vu les lectures que je vais bientôt entamer, j'ai eu l'impression que ce serait intéressant de pouvoir en discuter avec vous, vous partager ça, parce que je suis à peu près certaine que je vais annoter ces livres-là. Je vous fais pas attendre plus longtemps avant de vous montrer les livres que j'ai prévu de lire, et vous allez comprendre très vite le thème. Il y a Bride de Ali Hazelwood. Je pense que j'ai vlogué à peu près tous les Ali Hazelwood que j'ai lus, donc ça me paraît logique de continuer. Là, c'est son premier où elle va vraiment beaucoup plus en fantasy, vu qu'on est dans de l'urban fantasy avec des loups-garous et des vampires. Si je me souviens bien, c'est la fille du roi ou du chef des vampires qui va se retrouver dans un mariage arrangé avec le fils du chef des loups-garous. Bien sûr, ils sont ennemis aussi. On va voir ce que ça va donner, mais ça va sûrement être spicy. Et je sais qu'il y a des trucs un peu Omegaverse, donc certaines pratiques qui sont spécifiques aux romances avec des loups-garous, on s'en parlera un peu plus tard, qui sont présentes dans ce livre-là. Ça ne me dérange pas parce que, vous le savez, je lis un peu des romances très étranges parfois, donc je suis prête à tout. Et je voulais juste vous montrer les détails sur le livre en fait, parce qu'il y a des endroits où c'est argenté et je trouve ça tellement beau. Le deuxième livre, totalement une vibe différente, The Princess Bride, qui pour moi est un classique de la romantasy. Les deux sont d'ailleurs dans ma pile à lire aussi du challenge romantasy, parce que cumuler les challenges, c'est ce qu'il y a de mieux. Là, on est vraiment dans une histoire d'amour un peu épique, avec une princesse qui doit faire un mariage arrangé, un pirate qui va venir l'enlever, enfin plein de choses qui vont se passer, plein d'aventures. J'ai vu l'adaptation en film du livre et je suis très curieuse de découvrir l'ouvrage qui l'a inspiré. C'est un petit peu plus vieux, alors j'espère que ça aura bien vieilli quand même, mais je suis très très curieuse de faire cette lecture. Et donc là, peut-être que vous voyez le thème, Bride, The Princess Bride. Ouais, les deux livres ont le mot bride dans le titre. Donc ça va être un petit peu la sous-thématique de mon vlog. J'aurais aimé en trouver un troisième avec bride dans le titre ou avec le mot princesse. Donc une pile à lire toujours en construction où je vais peut-être explorer avec un film, quelque chose comme ça. On va voir, mais c'est ça qui est prévu. Je vais commencer avec celui-ci. J'avais mis un petit vote sur Instagram et il l'a gagné, je pense, de loin. Comparé aux deux autres, je ne suis pas tellement surprise que ça. En même temps, je pense que je vais le lire très rapidement. On va être honnête, il va pas faire long feu ce livre-là et j'ai très très hâte. Donc je vous retrouverai un peu plus tard pour faire une première update de cette lecture. Hier soir, il a fallu que je me force physiquement à poser le livre parce que je vous jure, j'aurais pu le lire jusqu'à 3h du matin et le finir en une traite. Je suis trop à fond et je me régale avec cette lecture. J'en ai lu 140 pages, comme je vous dis, parce que je me suis forcée à m'arrêter.
J'ai bien commencé mes petites annotations et ce matin d'ailleurs j'ai déjà, je sais pas pourquoi ça m'a pris, j'ai commencé à surligner déjà. Je voulais tester un petit peu différents surligneurs que j'avais. En fait j'essaye de vous montrer une page où j'ai pas mal écrit ou autre pour que vous puissiez voir qu'est-ce que ça donne. Je m'amuse bien avec cette lecture franchement. Et j'ai lu 140 pages en prenant le temps d'écrire des commentaires et tout ça, pour vous dire. C'est exactement ce dont j'avais besoin comme lecture et ce que je voulais. C'est un côté un peu nostalgique aussi, comme lecture dans le sens urban fantasy, vampire, loup-garou. On retourne à la base. Et là, avant d'aller plus loin, je vais quand même reprendre l'intrigue avec vous. On a Misery, qui est la fille du chef des vampires, qui doit faire un mariage arrangé avec Lao, qui est le nouvel alpha des loups-garous. Moi, c'est à peu près tout ce que je savais sur ce livre avant de le commencer, mais je vais vous donner un petit peu plus de détails pour que vous ayez une idée de l'ambiance et du contexte. On est dans un univers où il y a 3 espèces connues, les humains, les loups-garous et les vampires. Bon, ils s'appellent Were et Vampire, avec un Y dans le livre, mais on voit très bien ce que c'est. Ils savent que chaque autre espèce existe et ils vivent séparés. Il y a eu pendant très longtemps des guerres entre les vampires et les loups-garous. Il y a à peu près un statu quo, même s'ils se tuent un petit peu aux frontières. Les humains ne font pas vraiment confiance ni aux uns ni aux autres. Et depuis des années, il y a un système d'échange d'otages un petit peu où il y a un ou une enfant de chaque espèce qui va vivre chez les autres, en tout cas pour les vampires et les humains. Ils ont une espèce d'accord comme ça qui permet qu'il n'y ait pas la guerre. Mais là, la situation politique est en train de changer. Il se pourrait que l'accord humain-vampire ne fonctionne plus. Donc, les vampires essayent de faire un accord avec les loups-garous, d'où le mariage de Misery et Lo. Ça, c'est un peu le contexte politique, on va dire. Au-delà de ça, plus personnellement, on comprend que Misery avait une amie humaine, une seule amie, qui a disparu. On sait pas trop pourquoi, on comprend qu'elles sont un peu disputées. Et elle veut la retrouver parce que personne ne la recherche. Comme elle était une orpheline, il y a comme personne de ses proches qui s'occupe de Welly et tout, il y a que elle, donc elle veut à tout prix retrouver sa meilleure amie. Et se marier à Lo est un moyen pour elle de peut-être parvenir à avoir plus d'informations pour ça. Comment vous dire que, à partir du premier moment du mariage jusqu'à là où j'en suis, elle se fait pas vraiment accepter des loups-garous. Il y a vraiment beaucoup de préjugés interespèces et de colère et tout ça, donc c'est pas une situation très confortable pour elle. Je me dis, s'entend, c'est une romance, donc à un moment, ils vont se révéler des sentiments, ils vont s'aimer et tout ça. Ça va être quand même vraiment difficile pour elle, parce que genre, tous les loups détestent profondément les vampires. Misery a eu une vie bien misérable. Son prénom était prédestiné, la pauvre, vu que quand elle était petite, elle se faisait détester des autres vampires parce qu'ils savaient qu'elle allait aller vivre chez les humains comme otage. Les humains la détestaient parce qu'elle est une vampire. Maintenant, elle va chez les loups-garous, ce qui fait que les vampires la détestent aussi pour ça. Et bon, les loups la détestent parce qu'elle est une vampire. Bref, vous l'aurez compris, tout le monde la déteste. Malgré ça, j'aime beaucoup sa personnalité qui est à la fois pessimiste et sarcastique. Il y a toujours beaucoup d'humour dans les livres de Ali Hazelwood. Et je trouve que c'est un personnage vraiment attachant, Misery, qui est peut-être un peu socially awkward, qui a quand même vraiment envie d'aimer les gens, on sent, et de se faire aimer au fond de son cœur. Mais jusqu'à présent, ça a marché avec une seule personne qui a maintenant disparu. Voilà. Là où de son côté, c'est un peu plus dur de le cerner parce qu'on n'a pas de chapitre de son point de vue à lui. On a juste les petits débuts comme ça avec une petite phrase. On comprend que c'est sa perspective. Il y a une chose par contre qu'on sait sur lui, à part le fait qu'il est extrêmement attirant, bien entendu, et encore plus musclé que les autres loups-garous, c'est qu'au moment où il a vu Misery pour la première fois, il a eu une réaction violente à son odeur. Et je pense pas que ce soit un secret parce que c'est tellement clair depuis le début qu'en fait il s'est rendu compte que c'était sa mate ou l'équivalent dans ce livre-là. Genre il réagit très très fortement à son odeur tout le temps. Alors elle croit que c'est parce qu'elle pue.
Et il ne la contredit pas vraiment, même s'il y a plusieurs fois où elle lui dit « Hey, je suis désolée, je prends des bains. J'aurais espéré que ça améliore mon odeur et tout ça. » Il lui explique pas vraiment que c'est pas ça qui le dérange avec son odeur. Nous, on le comprend très bien en tant que lecteur. Et Misery est un peu plus clueless à ce niveau-là. Misery qui n'a d'ailleurs jamais eu d'expérience romantique ou intime, quelle qu'elle soit. J'étais comme Bon, j'ai comme plus l'habitude de voir ce genre de personnage féminin là, on va dire. J'ai pas mal à noter aussi de descriptions sur les vampires et les loups-garous dans le sens de leur description physique ou physiologique ou biologique, parce que Ali Hazelwood explique avec de la science pourquoi il y a 3 espèces distinctes, genre des changements faits au niveau de l'ADN ou pourquoi est-ce que les vampires ont un pouvoir hypnotique parce qu'ils ont un muscle oculaire supplémentaire. Des petits trucs comme ça, je trouve ça vraiment fun qu'elle explique le surnaturel avec de la science. Ça, je suis très très fan. En tout cas, c'est vraiment un super bon début. Je suis très accrochée à cette lecture. J'ai vraiment qu'une envie, c'est de le reprendre et de le finir et de tout lire. Mais je sens que le décrochage émotionnel à la fin va être difficile parce que ça m'aura tellement entertained, genre fait ressentir de choses. Il va falloir que je me plonge de suite dans une autre romance, probablement. This book is making me feel so much. Je l'aime tellement. Encore plus que la dernière update que je vous ai faite. Je l'aime tellement, ce livre. J'ai lu presque 125 pages de plus que la dernière fois. J'aime tellement les personnages, leurs relations, les dialogues, j'aime tout. Je ressens tellement d'émotions différentes. Du moment où je suis comme « Oh, c'est trop cute !» Des moments où j'avais presque envie de pleurer. J'aime trop. Misery, qui, comme je vous l'ai dit, a vraiment pas eu une vie facile et qui, même si dans son discours intérieur est comme je suis pas capable d'émotion, je suis pas capable d'aimer, probablement parce qu'il y a personne qui lui en a montré à elle, a un cœur vraiment genre grand ouvert et s'attache facilement aux gens. Lowe, qui est complètement accro à elle et qui essaye de lui rendre la vie plus facile et de la protéger et de faire en sorte qu'elle un peu de pallier à tout ce qu'elle n'a pas eu avant, mais de façon super discrète et parce qu'il veut pas qu'elle se sente redevable envers lui et tout. La manière dont c'est expliqué dans le livre, c'est trop mignon. Et puis là, dans les 100 pages que j'ai lues, il y a eu plusieurs opportunités, plusieurs événements qui ont fait en sorte qu'ils ont pu se rapprocher. L'intrigue a avancé un petit peu aussi, mais c'est surtout leur relation qui s'est développée à la fois émotionnellement, surtout du côté de Misery, du coup, parce que Lowe, il était comme fou d'elle dès le début, automatiquement. Mais au-delà de l'effet mate, on va dire, il l'apprécie vraiment en tant que personne aussi. Mais pour Misery, elle se laisse vraiment approcher plus et je pense qu'elle découvre une autre facette d'elle-même un petit peu en même temps et elle s'attache à Lowe, honnêtement. Et puis ce que j'aime, c'est qu'elle a pas peur de le dire malgré ses doutes et malgré ses craintes. Et puis il se rapproche aussi physiquement et là c'était comme nice, very nice. Genre, Ali Hazelwood, elle sait faire des personnages masculins complètement irréalistes, mais s'il y en a un qui toque à la porte, on le laisserait pas repartir. Ou je pense que c'est ma grand-mère qui disait ça, ou ma mère, qui sait. Celui-là, on le laisserait pas dormir dans la baignoire. Là où je ne le laisserai pas non plus dormir dans la baignoire, je vous l'assure. Donc je me régale. Franchement, j'aime tellement cette lecture. Je pensais l'apprécier parce que j'ai un peu franchi ma limite à Hazelwood où avant j'étais comme trop dans le disbelief et dans le c'est irréaliste. Maintenant j'ai comme embrassé ça et je l'accepte et je me régale avec. Donc je pensais l'apprécier mais à ce point-là non. Et pourtant, là je sais pas ce qui va se passer encore d'ici la fin, mais ça se pourrait vraiment que ce soit ma meilleure lecture de l'année pour le moment. J'en reviens pas de dire ça, mais c'est vrai. Je sens que je vais me régaler aussi d'approfondir mes annotations quand j'aurai fini le livre et de surligner plein de passages qui étaient tellement chouettes dans cette partie-là. Je me régale. Voilà. I'm falling in love with this book.
Hier, j'ai fini Bride et je peux officiellement vous dire que c'est mon premier coup de cœur de 2024. Oh, j'ai trop aimé et c'est trop dur de pas en avoir plus à lire. J'en discutais avec une amie, j'étais comme qu'est-ce que tu penses que je pourrais lire d'autre qui va me donner le même feeling? C'était tellement bien. Je n'ai pas trouvé. Je vais enchaîner avec d'autres romances au moins pour voir ce côté endorphine là. Mais qu'est-ce que j'ai aimé. Il y a pas mal de choses qui se passent à la fin au niveau de la relation, au niveau de l'intrigue. J'ai eu quand même quelques petites surprises. Puis il y a des moments vraiment intenses en émotion. J'ai été à ça de pleurer. Genre j'avais les yeux beaucoup plus humides. La larme elle était prête à couler. C'était... c'était si bien. C'était si bien. Je me suis vraiment lâchée au niveau des annotations, comme vous aurez pu le voir aussi. Je suis encore en train d'expérimenter un peu avec un style un peu différent. J'ai fait des tests aussi avec mes différents surligneurs. Et je dois dire que ceux-là, c'est ceux qui ont le moins marqué les pages. Les autres, des fois, je les utilise sans problème, mais là, les pages sont vraiment fines. Et ceux-là, c'est les seuls qui n'ont pas effacé. Je suis un peu plus déçue, par contre, de ceux comme ça. Et surtout ceux comme ça, là, les métalliques. Vraiment, ça marche sur aucun livre, c'est juste trop épais. Donc je ne recommande pas pour la notation. Voilà, petit retour produit. Ceux-là, ça fonctionne si les pages sont un peu épaisses. Bref, dans celui-là, les seuls qui fonctionnaient bien, c'était eux. Donc je m'en suis beaucoup plus servie. Et je vais voir s'ils existent en d'autres couleurs. Mais voilà, le livre en lui-même, j'ai adoré. C'est mon Ali Hazelwood préféré. J'ai ressenti tellement d'émotions. J'ai adoré les personnages de Misery, Low, les autres qu'on découvre pendant la lecture. Il y a du Notting, bien sûr, vu qu'on parle de loup-garou et qu'on a ce côté Omegaverse, mais je trouve franchement ça aurait pu être plus intense. Elle a bien fait ça quand même. Et le Notting arrive juste à la fin. C'était plus what the fuck en fait que certaines des romances que j'ai lues pour mon vlog précédent, je dois vous dire. Mais c'était quand même assez soft par rapport à d'autres que j'ai lues, je pense, à ma romance Harem inversé avec des gargouilles, où là c'était beaucoup plus important le Notting, j'ai envie de dire. Bref, j'ai aimé même comment elle parlait de ça dans ce livre, comment elle amenait le truc et tout. J'ai tout aimé dans ce livre, voilà. Je ne suis clairement pas objective, je suis sous le coup des émotions, mais c'est ça la lecture aussi. Et puis il va y en avoir un deuxième sur d'autres personnages, donc ça va être un univers qu'elle va continuer à explorer, et ça, je suis tellement contente, j'espère juste qu'elle va pas trop attendre avant de sortir la suite. J'ai très hâte, surtout que les deux personnages sur lesquels ça va être, ça m'intrigue beaucoup. Donc une super belle réussite pour ce premier livre du vlog. Mais alors, on est passé de 100 à 0, puisque j'ai essayé The Princess Bride et ça va être un abandon. Voilà, je suis très triste parce que je voulais vraiment le lire et l'apprécier, mais ça ne se fera pas, je pense. Je vais vous expliquer, c'est un petit peu compliqué. Ça, c'est l'édition des 30 ans. Donc avant de commencer le livre, j'ai dû me taper l'introduction à l'édition des 30 ans, puis l'introduction à l'édition des 25 ans, puis l'introduction de l'histoire. Tout ça par William Goldman. Il nous raconte un petit peu sa vie, il nous raconte des trucs avec son fils, avec sa femme, avec son travail de producteur, tout ça. Et puis dans l'intro finale, si je peux dire, il nous raconte que quand il était petit, il a été malade et son père lui lisait un livre écrit par S. Morgenstern qui s'appelait The Princess Bride, et qu'en grandissant, il a découvert qu'en fait, son père avait sauté certaines parties qui étaient moins intéressantes, et donc lui nous propose de faire la version abrégée un peu de ce livre-là. Et j'étais comme, je savais pas qu'il y avait toute cette backstory à l'histoire et tout. Ok, j'en parle avec Johan et tout, il dit, bon, je connaissais pas, moi, Morgenstern. Et puis en fait, en allant voir des reviews sur Goodreads, une fois que j'étais comme en hésitation d'abandonner, je me suis rendu compte que tout ça, ce n'était pas vrai. Que ça fait partie du livre que Goldman a inventé, que c'était l'histoire d'une autre personne qui l'avait reprise. Donc il y a un petit côté Inception. Ça, j'aurais bien aimé. J'aurais bien aimé le ton des quelques chapitres que j'ai lus. C'est très drôle, il y a les petites parenthèses explicatives. Moi, c'est un procédé que j'aime bien. Mais par contre, ce monsieur-là, en tout cas, comment il se présente dans les introductions, est insupportable. Il est misogyne, grossophobe, genre la façon dont il traite son fils qui est gros, c'est horrible. Sa femme qui est psy, il a une façon de la voir dans son dialogue intérieur vraiment étrange. Enfin, il donne pas une bonne image de lui, je sais pas à quel point c'est fictif, à quel point c'est vrai, mais
ça m'a un peu dégoûtée de lui, on va dire, en tant qu'auteur. Et puis, quand j'ai commencé à lire le livre, dans le film, ça apparaît un peu, mais je trouve que c'est moins flagrant que Buttercup. Disons que l'intelligence, c'est pas son point fort. Wesley, il a pas de personnalité du tout. Donc c'est les deux personnages principaux qui sont amoureux au début. Elle tombe amoureuse de lui après l'avoir maltraité pendant des années sans raison aucune. Lui, apparemment, il était amoureux d'elle depuis le début, mais probablement juste parce qu'elle est très très belle. Voilà. Je suis allée feuilleter un peu vers la fin et tout. Ah, peut-être ça va être mieux parce que je sais qu'il y a de l'aventure, des trucs comme ça, mais si je dois souffrir pour arriver jusqu'à cette partie-là, bah écoutez, je préfère regarder le film que j'avais quand même bien apprécié. Et vu qu'il fait quand même plus de 400 pages, je me suis dit non, on va arrêter là, Elise. En 2024, t'as décidé d'être plus stricte sur tes abandons. Il faut le mettre en application. Donc même si ça me brise le cœur, même si ça brise le concept de ce vlog Bride, ben, bye bye. Voilà. Ça fait un livre de moi dans ma pile à lire. Donc là, je me suis retrouvée un peu embêtée parce que je me disais qu'est-ce que je vais lire d'autre pour ce blog. Donc je suis allée piocher dans ma pile à lire du Change A Cup of Love. Et il y a 2 livres qui me tentent beaucoup, beaucoup. J'ai Raven Songs de T.J. Klune, qui est avec des loups-garous et de la romance. Donc je suis comme, peut-être que ça va m'aider à soit entretenir cette émotion que je ressens après avoir lu Bride, soit m'apaiser un petit peu pour que je sois moins en book hangover, même si honnêtement ça va quand même, tu peux lire d'autres choses. Donc je me dis que ça pourrait être un très bon choix. Et sinon j'ai At First Spite de Olivia Dade, mon autrice de romance préférée pour le moment. Donc là aussi on a des grandes chances de succès. Je pense que je vais adorer ces 2 lectures, donc je vais juste voir par laquelle je commence. Et on va vite oublier cette affaire de Princess Bride et cette grosse déception. Hier soir, je me suis plongée avidement dans Raven Song. J'ai quand même lu 100 de pages, donc j'étais très contente d'avoir ce temps lecture vraiment focus, parce que j'avais vraiment hâte de le lire. Et honnêtement, j'ai trop attendu. Donc je ne comprenais plus rien du tout. Qui étaient les gens? Qu'est-ce qui s'était passé en premier tome? J'étais perdue. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire sans trop vous spoiler, vu que ça c'est une suite? Dans cette série qui a été traduite sous le nom Le Clan Bennett, on suit une meute de loups-garous et les personnes qui gravitent autour de cette meute. Donc dans le premier tome, c'était Ox qui allait se lier à la famille et en particulier à Joe. Et puis c'est une romance même assez intense dans tous les sens du terme, surtout intense émotionnellement parce qu'au-delà de la romance, il y a tout ce qui est lien de famille, que ce soit la famille du sang
ou la famille que tu te crées, tout le côté meute, tout ce qui touche au monde des loups-garous. J'avais trouvé que c'était vraiment intéressant comme représentation. Il y a certains trucs vraiment typiques des loups-garous, puis il y a d'autres particularités vraiment à comment TJ Klune a décidé de les représenter, et je trouvais ça vraiment intéressant. Dans le premier tome, on suit principalement du coup Ox, qui découvre la meute et qui se lie avec ses membres. Le deuxième tome, on a Gordo, qui était déjà là en tant que personnage secondaire dans Wolfsong. Et là, ça va être sa romance à lui avec un autre membre de la meute. Le début, j'ai quand même eu un peu de mal à accrocher parce qu'en fait, on suit deux timelines. La première, c'est Gordo à différents moments de son enfance et quels étaient ses liens initiaux avec la meute avant qu'il se passe des choses dramatiques. Et la deuxième timeline, c'est plus ou moins dans le présent parce qu'en gros, on reprend l'intrigue du premier tome mais d'une autre perspective. Donc c'est comme on reprend avant la fin du premier tome. Pour le moment, à un moment, je pense qu'on va arriver à comment le premier tome s'est fini, mais du coup, c'est assez perturbant d'avoir fait ce mini bond en arrière partiel, même si on voit pas les mêmes actions et tout ça, parce que la perspective est différente. Moi, je voudrais être directement au après. Je veux savoir qu'est-ce qui s'en vient, pas retourner en arrière. Je veux reprendre là où on s'arrêtait à la fin du premier tome. Donc j'espère que ce sera pour bientôt. On s'en rapproche, j'ai hâte. Mais sinon j'apprécie bien ma lecture, ça fait plaisir de retrouver cet univers, l'univers des loups, d'en apprendre un petit peu plus sur eux. Et on sent que il y avait un ennemi dans le premier tome et là il y en a un autre qui émerge qui pourrait être encore pire. Donc je sens qu'il va y avoir des moments vraiment intenses dans cette lecture-là aussi. Je vais essayer de le continuer au maximum ce soir. Comme vous voyez, j'ai pu mettre quelques petits post-it. Pour le moment, j'ai pas écrit dans le livre ou surligné ou quoi que ce soit. Je suis pas encore sûre de le faire. Je vais voir. C'est une discussion que je suis en train d'avoir avec moi-même. Soon the forest will let me rest forever.
y est, j'ai fini Raven Song après l'avoir mis dans ma file à lire de plein de challenges. C'est arrivé, je l'ai lu et je suis très fière de moi. Même si, entre-temps, le 3e tome a eu le temps de sortir et donc j'ai toujours du retard. J'ai quand même avancé un petit peu. Malheureusement, je l'ai moins aimé que Wolf Song. Alors je pense pour plusieurs raisons. La première est que je me suis moins attachée au personnage de Gordo. C'est ça, j'ai moins connecté avec lui. En même temps, c'est un homme mécano d'une 40aine d'années. Ça peut se comprendre. J'ai aussi trouvé que l'histoire tournait un petit peu en rond et suivait le même schéma que dans le premier tome. Et j'ai vraiment eu du mal, j'ai trouvé que c'était hyper insistant sur certains trucs. Déjà, ça m'avait un peu saoulé dans le premier tome, mais là, le personnage de Hawks, en gros, qui était le héros de Wolf Song, son père lui a dit un truc genre « People will give you shit all your life », donc les gens vont mal te traiter toute sa vie. Et il s'arrête pas de revenir là-dessus. Déjà dans le premier tome, mais bon, à la limite, le premier tome, c'était de son point de vue à lui. Mais là, ils arrêtent pas. Gordo, il dit, son père lui disait ça, je sais pas combien de fois dans le livre. Hawks lui-même, il le répète, et je suis comme, ok, ça suffit. On l'a compris les 50 premières fois. Ça m'a saoulée. Il y avait plusieurs trucs comme ça, vraiment, de répétition. C'est lourd. C'est très lourd. Ce que j'aime, par contre, c'est les liens de la meute, même si je les trouve des fois trop intenses, le besoin qu'ils ont de tous se toucher, ou la connexion mentale, ou les trucs comme ça. Je trouve que c'est vraiment une représentation différente et intéressante des loups-garous. Donc ça, je l'aime bien. Mais je sens que ça va pas nécessairement être une intrigue qui va présenter beaucoup de diversité d'un tome à l'autre. Donc je vais me concentrer plus sur les relations des personnages en espérant mieux connecter avec ceux du 3e tome qui est Heart Song. Si je devais lui mettre une note, je pense que ce serait un 3,5. J'espérais vraiment plus, mais c'est ça. J'ai pas réussi à connecter à fond avec le livre. Je me suis décrochée au fur et à mesure des pages et je trouvais que ça tournait un petit peu en rond. Malheureusement. Voilà. On verra si le 3e tome me convainc plus. Et sinon, j'ai donc attaqué ma dernière lecture pour ce vlog, qui est At First Spite de Olivia Day. J'adore la robe qu'elle porte avec les petites... Je pensais que c'était des fraises, mais c'est peut-être des ananas. Dites-moi, vous voyez des fraises ou des ananas? Et alors celui-là, je vais essayer de vous expliquer l'intrigue parce que j'ai essayé de l'expliquer à Johan tout à l'heure et il était comme... J'ai rien compris. Il y a une femme qui s'appelle Athéna qui est fiancée à Johnny. Et le premier chapitre, on suit leur fête de fiançailles. Ils sont comme fiancés vraiment, vraiment vite. Et le frère de Johnny, Matthew, n'aime pas Athéna et doute un peu de son engagement envers son frère et tout ça. D'ailleurs, on surprend une discussion où il descend assez Athéna en disant ses parents ont payé pour elle toute sa vie, elle a jamais eu une job plus de 3 ans, là elle va quitter sa job pour t'épouser, après tu vas devoir payer pour les trucs pour elle et tout ça. Donc il dépeint vraiment une mauvaise image d'elle, et ce malgré le fait que juste avant ils étaient dans une conversation bien engagée où tu sentais que le courant passait très bien entre eux, peut-être trop bien pour le frère de ton futur mari, mais il y avait une attirance et il y avait une bonne discussion. Puis dès qu'il apprend qui elle est, Matthew change complètement de discours et il essaye vraiment de décourager son frère de l'épouser. Et il se trouve que ça va marcher et que son frère va briser ses fiançailles avec Athéna. Sauf qu'entre-temps, Athéna avait acheté la Spide House qu'on voit derrière, qui est une toute petite maison, qui se trouve être la voisine de la maison où habite Matthew, donc son ex-futur beau-frère. Je comprends que ce soit difficile à suivre. Parce qu'elle voulait en faire un cadeau de cette maison à son fiancé. Sauf qu'elle l'a acheté, il a brisé les fiançailles, elle se retrouve avec la maison. Donc, elle va aller y habiter et avoir pour voisin le gars qui est la cause de ses fiançailles brisées et pour lequel elle a quand même une attirance. Je me dis, c'est quand même compliqué d'avoir une romance où les personnages qui vont être ensemble avaient ce lien-là avant, genre, lui, il va devoir être avec une fille avec qui son frère a été, dans tous les sens du terme. Puis même, dis ça à tes parents. Hey, ma nouvelle copine, c'était la fiancée de mon frère. Ça va super bien passer, c'est sûr. Donc, j'ai hâte de voir comment tout ça va se démêler. Ce que j'apprécie quand d'habitude les Olivia Date, c'est la représentation avec un personnage féminin qui est gros. Et puis les âges des personnages, parce qu'elle a 36 ans
Et lui, il est dans ses mid-30s aussi, donc entre 35-40 ans, on va dire. C'est chouette d'avoir des personnages qui n'ont pas 24 ans. Comme moi, on n'a peut-être pas plus vieux que ça. J'aime beaucoup. Pour le moment, le premier chapitre, j'ai retrouvé la plume d'Olivia Dade, j'ai retrouvé son humour, j'ai retrouvé sa volonté d'inclusivité aussi et tout. Donc je vais le continuer aujourd'hui, essayer de l'avancer au maximum. Et je vous ferai une update quand je me serai fait une meilleure idée, mais j'ai confiance en Olivia Dade. Je me réveille tellement rarement après Johan, mais là c'était le cas. Regardez ce qu'il m'a fait, mon petit Dajoli. Il s'est passé un truc vraiment étrange hier soir. Je lisais tranquillement At First Bite. Puis j'en étais à la page 90 et quelques. Je me suis dit, allez, tu arrives à la page 100, puis tu t'arrêtes parce qu'on n'était pas loin de minuit quand même, tu vas dormir. Donc je lis. Puis je regarde et j'en étais à la page 130. Alors je me suis dit, je vais continuer un petit peu. Je suis pas loin de la page 200. Et donc je suis sûre que vous imaginez bien ce qui s'est passé. J'ai lu jusqu'à 1h30 du matin. Et j'en suis arrivée à la page 230 du livre. Voilà. Donc c'est bon signe. J'étais à fond, je voulais pas arrêter. Et franchement, j'ai hésité à le lire d'une traite. Et puis, le fait que j'ai grandi, je suis plus vieille, j'ai réussi à me raisonner et à me dire « Non, Elise, va te coucher, il est 1h30 du matin. » Mais vraiment, une super lecture. Olivia Dade ne me déçoit pas. Par contre, l'ambiance est vraiment différente. Je trouve que de tous les livres que j'ai lus d'elle, c'est les personnages qui vont le plus mal psychologiquement. Dans la dernière update que je vous avais faite, j'avais lu qu'un chapitre, donc j'étais vraiment pas loin. Et vraiment, le livre se centre sur l'arrivée d'Athéna dans la ville de Harlot Bay après qu'elle ait rompu avec le frère de Matthews. Leur dynamique à tous les deux, comment est-ce qu'elle essaie de se trouver une place, ses difficultés, et la relation qui se développe un petit peu entre les deux pendant que le frère, Johnny, il est parti faire la lune de miel tout seul. Il se casse pas la tête, le gars. Et il a laissé donc Athéna dans la merde, et son frère professionnellement dans la merde aussi, parce qu'ils ont un bureau de pédiatrie, enfin comme un centre de pédiatrie, et il travaille pour son frère, et là il l'a laissé pendant 6 semaines de vacances. Voilà comme ça. Donc Johnny, on comprend que peut-être ça n'aurait pas été un super mari pour Athéna de toute façon. Et on voit donc ces deux personnages qui nouent une relation tumultueuse parce qu'Athéna a quand même beaucoup de rancœur envers Matthew vu ce qu'il pense d'elle et qu'il est la raison pour laquelle son mariage a été rompu. Puis il y a d'autres petits trucs qui se passent, donc elle fait des petites vengeances envers lui que j'ai trouvé quand même assez enfantines. J'étais moins fan de cet aspect-là, même si je pouvais comprendre et pourquoi elle le faisait et tout. Mais ça faisait un peu immature pour une femme de 36 ans. Mais c'est vraiment le seul truc que j'ai pas aimé parce que tout le reste j'ai adoré, tant leur relation que au niveau personnage individuel. Alors quand je vous disais qu'ils vont mal, d'un côté on a Matthew qui, on comprend, a dû élever son frère parce qu'il y a eu des morts dans sa famille et donc il a un peu cette figure parentale pour son frère. Et ça c'est toujours une trope pour laquelle j'ai du mal, le grand frère, la grande sœur qui a élevé le petit frère, la petite sœur et qui se prend pour son parent et qui du coup se responsabilise du comportement du petit frère ou de la petite sœur même quand ils sont adultes. J'ai vraiment du mal parce que j'ai toujours envie de leur dire mais c'est un adulte maintenant, arrête de l'excuser pour tous ses comportements problématiques, arrête de réparer toutes ses erreurs et tout ça. Et là c'est un peu le cas avec Matthew, mais il s'en rend compte quand même de ce fait-là et il travaille là-dessus si je peux dire. Mais au-delà de comment il est avec son frère, il a tendance à être comme ça avec tout le monde, à vouloir aider les autres, même à son propre détriment. Genre il veut aider Athéna à faire certaines choses, mais il veut pas qu'elle sache que ça vient de lui, l'aide qu'il reçoit. Il fait un peu de l'ingérence quand même, on va le dire. Il fait un peu de l'ingérence, même si ça part de bons sentiments. Des fois j'ai envie de lui dire, calme-toi. Calme-toi, Matthew, laisse les gens vivre leur vie. Voilà. Il est à la limite pour moi, des fois, de se faire dire ça, mais comme on est dans sa tête et qu'on comprend d'où ça vient, on le lui pardonne un petit peu. Et de l'autre côté, il y a Athéna qui, elle, ne va pas bien du tout parce que sa vie professionnelle a été compliquée, sa vie personnelle, bon, elle devait se marier et puis c'est tombé à l'eau. Et puis elle tombe en dépression, et je le mentionne même si c'est un peu un spoiler parce que c'est quand même une grosse partie du livre où on la voit un peu dévaler la pente de la dépression, et puis c'est un peu Matthew qui va essayer de la sortir de là. Et je trouvais que c'était un passage qui était vraiment difficile à lire parce que
émotionnellement, tout ce qu'elle traverse, tout ce qu'on voit, ça fait mal pour elle. Et puis si jamais vous êtes une personne qui vous aussi a eu des moments difficiles dans votre vie, il y a certaines pensées Carla que vous avez peut-être pu avoir vous aussi. Moi je sais qu'il y a des trucs où je me suis reconnue dans ce qu'elle disait. Donc ça m'a rendu vraiment très émotionnelle. L'autrice fait d'ailleurs un trigger warning là-dessus au début du livre, donc je trouvais que ça c'était bien fait, puis au moins je m'y attendais. Donc j'étais pas surprise et je trouve que ça aide. Et puis ça m'a fait poser la question parce que du coup Matthew est un peu celui qui va essayer de l'aider à s'en sortir quand elle est au plus bas. Et il prend un peu ce rôle de caregiver, donneur de soins. Et je me demande comment... Est-ce que ça peut être simple pour une relation en fait que ce soit cette personne-là qui a pris ce rôle, qui puisse aussi être ton partenaire, surtout quand ça commence comme ça la relation. Ça me fait réfléchir profondément comme vous le voyez. Sinon, totalement différent, mais j'ai adoré qu'il y ait ça dans le livre. Elle parle de monster romance, elle parle de Bigfoot, elle parle d'homme araignée, elle parle de satire. Il y a un club de lecture dans cette ville où ils lisent des romans érotiques et elle, son patron dans un des jobs qu'elle va avoir, écoute des livres audio de romances monstres. Alors elle s'y met, le club de lecture s'y met, et c'est tout un truc dans ce livre, et j'ai tellement ri parce qu'il y en a une qu'elle décrit, avec la scène qu'elle décrit, je suis sûre que c'est Ensnared. C'est ça le premier tome, je vous mettrai la couverture là, la romance spicy avec l'araignée que j'avais lue. Écoutez, c'était ça, mais c'est certain. J'ai tellement ri, j'ai tellement apprécié, je me suis dit, Olivia Day knows, she reads monster romance too. C'était génial. Et c'est quelque chose que j'aime quand même avec Olivia Day, de façon générale, sa plume est très agréable aussi, et malgré les éléments difficiles, il y a beaucoup d'humour, de sarcasme ou d'autodérision dans le livre, et j'aime toujours ça. J'ai plié beaucoup de pages, voilà, je m'étais pas décidée à la noter, mais je pense que je vais devoir le faire. Là, vous vous en doutez, je n'ai qu'une envie, c'est de le reprendre et de le finir, et c'est ce que je vais faire de suite. Ça y est, j'ai fini At First Sight. J'ai adoré, j'ai trop aimé. Vraiment, c'était parfait. Olivia Day reste mon autrice numéro 1 de romance. J'ai envie de dire que c'est un 4,75 sur 5 parce que je fais ma difficile, mais vraiment, c'était une super belle histoire. J'ai aimé les personnages, j'ai aimé l'intrigue, si je peux dire, leur relation à tous les deux. Il y avait des moments trop chauds, vraiment. Des scènes très spicy aussi, genre, c'était vraiment long. Olivia Day les écrit bien et ils se protègent. Oui, on apprécie, s'il vous plaît. Ça arrive encore trop rarement, donc merci Olivia. La fin et tout, il y a eu plein de moments hyper émotionnels. Ce que j'aime aussi avec ces romances, c'est que même dans les épilogues, souvent ces personnages le disent, ils ne veulent pas avoir d'enfants. Et ça aussi, c'est quelque chose qu'on voit pas si souvent que ça dans les romances qui suivent quand même un chemin assez direct, on va dire, genre se mettre ensemble, se marier ou pas des fois, puis avoir des enfants. Olivia Day, j'en ai lu 4 et il n'y en a pas un seul où les personnages souhaitent avoir des enfants. Donc c'est rafraîchissant aussi. Et c'est sûr que moi je me reconnais pas mal dans les personnages qu'elle écrit pour plein de raisons différentes. Pour leurs souhaits de vie, pour leurs difficultés des fois. Là dans Athéna, je me retrouvais pas mal dans ses réflexions sur le travail, le fait qu'elle a fait vraiment plein d'études très différentes et qu'elle avait du mal à trouver un emploi qui lui plaisait beaucoup. Tout ça, les réflexions qu'elle avait par rapport à ça, je me reconnaissais beaucoup là-dedans. Et puis, les personnages masculins d'Olivia Day, je pense, qui sont au tête-à-tête avec ceux de Ali Hazelwood en termes de dévotion pour la personne avec qui ils sont et de à quel point ils sont attentionnés et... Oh,
ça te remplit le cœur de bonheur. Non, Johan qui rigole à côté de moi, je suis obligée de couper. Il n'y a pas que le cœur qui remplit dans tes romans. Je vais le couper, ça. Ça fait juste trop du bien de lire des personnages masculins comme ça. Franchement, c'est le rêve. Voilà. Le rêve, tout simplement. Vous l'aurez compris, je vous le recommande si vous lisez en anglais. Super bonne romance. Et ça m'a vraiment donné encore plus envie de lire l'autre que j'ai d'elle, que Mélissa m'a offert à Noël, qui est plus ancienne, je pense, et qui était auto-éditée, peut-être. En tout cas, elle est plus ancienne. Et cette série-là, le prochain sort en automne 2024. Donc comment vous dire que dès qu'il sort, je l'achète et je le lis. Probablement que je vous en parlerai aussi. Et ça veut dire que j'ai maintenant fini ce vlog qui, je pense, va être très très lent. Mais j'espère que ça vous aura plu de suivre mes aventures romantiques qui ne se sont pas du tout passées comme prévu. Parce qu'à la base, c'était censé être un vlog à thème avec le mot-clé bride. Mais... ça ne s'est pas passé comme prévu. Pour vous faire un petit récap, du coup, en dernière position, ce serait justement The Princess Bride, que j'ai abandonné. Ensuite, petite escapade avec les loups-garous dans Raven Song. Je pense que je vous avais dit, j'avais mis 3,5 sur 5 pour ce livre-là. Là, entre ces deux-là, par contre, que faire ? Objectivement, je pense que ce livre-là est de meilleure qualité entre gros guillemets, selon mes critères à moi, en termes de profondeur des personnages, des sujets abordés, de la romance et tout. Objectivement, je pense que c'est un meilleur livre. Subjectivement, j'étais vraiment obsessed quand j'ai lu celui-là. Donc c'est difficile, franchement, c'est très difficile entre ces deux-là. Je vais mettre, je pense, lui juste en dessous, mais voilà, parce que niveau émotion, lui était peut-être un tout petit peu au-dessus, mais franchement, très dur à partager. Et At First Bite pourrait être une de mes meilleures lectures de l'année aussi. Je suis vraiment très contente d'avoir pu faire ce vlog-là, en tout cas, et avancer dans ces lectures, parce qu'il y a quand même 2 nouvelles sorties de 2024 qui, du coup, n'auront pas attendu sur mes étagères longtemps. Celui-là que je voulais lire depuis longtemps. Celui-là qui était mon livre le plus vieux et que j'ai abandonné mais qui n'est donc plus dans ma palle. Donc un vlog somme toute très réussi. J'espère que de votre côté vous aurez passé un bon moment. N'hésitez pas à me dire si certains de ces livres-là sont dans vos piles à lire ou si vous les avez lus, qu'est-ce que vous en avez pensé de votre côté. Si jamais vous voulez voir plus de contenu exclusif, participer à nos lectures communes, notre Discord de discussion, n'hésitez pas à rejoindre les Capas sur Patreon. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici mais que vous ne savez pas quel emoji mettre, on va y aller avec des loups, parce que ça a quand même été un des gros sujets de mes lectures. Et on se retrouve très bientôt dans une autre vidéo.